Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, nouveau président de l'UDPS, il a recueilli 793 voix sur 803 lors du congrès extraordinaire du parti d'opposition. Un plébiscite pour celui qui est l'un des candidats en lice pour l'élection présidentielle du 23 décembre. La bauxite guinéen face au défi de la transformation. Abdoulaye Magasuba, ministre des Mines, a une nouvelle fois réaffirmé la volonté du gouvernement d'installer une chaîne de transformation de ce minerai nécessaire à la fabrication de l'aluminium. À suivre également les chrétiens qui ont commémoré ce dimanche la résurrection du Christ selon la tradition. Nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire pour un aperçu de ces célébrations de Pâques. Il reprend le flambeau du père Félix Tshisekedi et le nouveau président de l'UDPS. L'élection s'est déroulée samedi lors du congrès du parti RD Congolais. Cette élection s'annonce comme un véritable rapport de force à 8 mois de l'élection présidentielle avec plusieurs ténors du parti qui chacun revendique être le successeur légitime d'Etienne Tshisekedi. Reportage Jacques Amboka, Dijatou Badawi. Il succède à Etienne Tshisekedi. Élu le vendredi 31 mars à l'issue d'un congrès extraordinaire du parti, Félix Tshisekedi a été porté à la tête du plus grand et vieux parti de l'opposition congolaise. L'Union pour la démocratie et le progrès social a bravé la dictature du maréchal Mobutu et continue la poursuite de son combat pour un état de droit et de liberté. Malgré son ancrage au niveau national, à 35 ans d'existence, le parti n'a cependant pas réussi à accéder au pouvoir. Un défi pour le nouveau président. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. 1. Gagner haut la main la présidentielle. 2. Avoir le plus grand nombre de députés provinciaux et nationaux. 3. Compter le nombre le plus élevé de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province. Candidat à la prochaine présidentielle, Félix Tshisekedi est malgré l'assise au niveau national de son parti, conscient que pour réussir un tel projet dans le contexte actuel caractérisé par une loi électorale beaucoup plus rigide, il faut d'abord recréer l'unité du parti et établir des alliances électorales solides. Et je pense qu'il est capable de pouvoir amener tout le monde et de se mettre dans une table et parler, discuter. Et je pense que ce serait une bonne chose parce que vous savez, aujourd'hui, la majorité en profite avec ces divisions. Et donc, moi, je pense que ce serait bien, comme il a dit, qu'il puisse faire tout pour pouvoir réunir tout le monde sur la même table. C'est une très bonne chose et je l'encourage à faire cela. Félix Tshisekedi fera face à 2 autres leaders qui revendiquent le parti d'Etienne Tshisekedi. L'actuel Premier ministre Bruno Tshibala, qui a également organisé un congrès il y a quelques mois, et Valentin Moubaké, l'ancien conseiller politique d'Etienne Tshisekedi. Un dossier est en justice porté par l'aile Tshibala contre Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, qui a convoqué le congrès. Cependant, le Conseil national de suivi de l'accord, dans son rapport publié le vendredi 30 mars sur le dédoublement des partis politiques, ne reconnaît que l'UDPS aujourd'hui, dirigé par Félix Tshisekedi. L'Afrique du Sud est bien au-delà et sous le choc après l'annonce ce lundi du décès de Winnie Mandela. Winnie Mandela, l'une des icônes de la lutte anti-apartheid, a succombé à une longue maladie. Elle avait 81 ans. Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela, de son vrai nom, a milité au sein de l'ANC aux côtés de son époux, l'ancien président Nelson Mandela, combat sans relâche durant les 27 années de prison de celui-ci. Elle a ensuite notamment dirigé la Ligue des femmes de l'ANC. Elle a également pris part au premier gouvernement post-apartheid en tant que vice-ministre des Arts et de la Culture. On écoute l'analyste politique Franklin Nyamzi. Je pense que comme tous les Africains et comme tous les amis de la liberté à travers le monde, on ne peut qu'être ému par l'annonce de la disparition de Winnie Mandela. D'abord, en saluant une femme d'une triple dimension, une dimension humaine. Le sacrifice qu'elle a consenti pour accompagner la lutte
de l'African National Congress et de son principal leader historique, Nelson Mandela, pour la naissance de la démocratie sans discrimination en Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. Ensuite, l'apport qui a été le sien pour l'émancipation de la femme africaine, pas seulement en Afrique du Sud, mais à travers son combat, Winnie Mandela a contribué à donner aux Africaines une conscience citoyenne continentale et mondiale, comme ces femmes qui, outre-Manche et outre-Atlantique, avaient contribué à la lutte contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis, ou comme toutes les anciennes héroïnes de l'histoire africaine. Et on en vient à présent à la bauxite, filière qui se développe de façon fulgurante en Guinée. Le pays abrite plus du tiers des réserves mondiales de ce minerai, mais faute notamment de transformation sur place, les retombées en termes d'emploi ne sont guère reluisantes. La transformation reste donc l'un des principaux défis du secteur. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. La Guinée veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers une transformation locale plus poussée. Jusque-là, la seule usine d'alumine est celle de la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG, dont l'alumine produit subit une dernière transformation dans des fonderies extérieures. Ici, sur le site du complexe industriel d'Amaria, une usine de transformation de bauxite en alumine et d'alumine en aluminium sera construite. Coût total de l'investissement 3 milliards de dollars, avec à la clé 10 000 emplois directs. La transformation locale est une priorité. Donc nous avons à date au minimum 8 projets de raffinerie en cours en Guinée. Et sur ces 8 projets, il y en a pour lesquels des études sont en cours. Il y a une raffinerie qui va être lancée bientôt, celui de Friguière. Dans les prochaines années, nous pourrons doubler le nombre d'emplois créés par ces nouveaux projets. Ces projets visent à produire de la bauxite transformée et exporter de l'aluminium vers les pays étrangers. Et pour faciliter l'exécution normale et rapide de tous ces programmes, le pays a facilité les procédures en la matière avec la création d'un guichet unique. Cela va contribuer à améliorer les performances de l'administration et du coup améliorer le climat d'investissement en Guinée. Les investisseurs n'auront plus de tracasseries en venant en Guinée et on pense même à la signature électronique pour pouvoir aller plus vite. Le secteur minier représente la première source de devises de la Guinée avec 80% des exportations et le plus gros pourvoyeur des recettes du budget national à hauteur de 20 à 25% des recettes. Le pays compte atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2018 avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. La transformation locale pourra nettement accroître les avantages tirés de ce secteur. Et les chrétiens ont célébré Pâques ce dimanche. Le dimanche de Pâques est, vous le savez, la fête la plus importante du christianisme. Pâques qui signifie passage, célèbre la résurrection du Christ, son retour à la vie selon l'Évangile. Olivier Conan a suivi pour nous les célébrations dans le petit village d'Akanzakro en Côte d'Ivoire. Situé à 11 km au sud-ouest de Bouaké, dans le centre du pays, le village d'Akanzakro, qui signifie village barbu, est à l'origine de la célébration culturelle de la fête de Pâques en Côte d'Ivoire. Dénommée Pakinou en baoulé, la langue du terroir, cette fête a commencé dans les années 1970 suite à l'appel de feu le président Félix Vaubanyi demandant aux cadres de construire des logements dans leur village. La fête a été institutionnalisée dans les années 1980 avec la participation de tous les ressortissants du village convergeant à Akanzakro pour contribuer à son développement. Je tiens beaucoup au développement de ce village parce que Bouaké est en train de nous talonner. Alors si nous avons toutes les infrastructures, ça me plairait beaucoup. C'est pourquoi je dis que cette Pâques est placée sous le signe du développement. Nous avons une école, mais il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Comment faire pour héberger les maîtres? Tout cela, avec le chemin et l'insécurité qui sévit dans le pays. Pakinou 2018 a été marqué à Akanzakro par un défilé de toutes les couches sociales. Autochtones et halogènes ont démontré leur unité préalable à tout progrès. Aujourd'hui, instrument de promotion des cultures du terroir, Pakinou est une affaire nationale célébrée dans toute la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour chacun des villages dans ces régions de la Côte d'Ivoire, la région centre notamment, mais aujourd'hui un phénomène qui gagne l'ensemble du pays, de réaliser des œuvres qui ont une forte portée sociale et notamment de développement.
je veux parler d'écoles, je veux parler également d'adduction d'eau potable, je veux parler de centres de santé. Au-delà du centre du pays, toutes les autres régions utilisent désormais la fête de Pakinou pour renforcer la cohésion sociale des communautés rurales et par extension de toute la Côte d'Ivoire. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.